Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Quatrième partie, démocratie, droits de l'homme et maintien de la paix et de la sécurité en Afrique. Les stratégies de l'Union africaine dans la lutte contre le terrorisme. Eustache Akono Atangane. Maître de conférences en sciences politiques, Université de Yaoundé 2, CMR. Introduction. Le terrorisme est une menace réelle en Afrique. Il s'implante progressivement sur le continent, et sa carte s'est considérablement élargie. Le terrorisme désigne l'usage de la violence par certaines organisations politiques pour atteindre leurs objectifs. Faire pression sur l'État, contraindre une population à l'obéissance, créer un climat de terreur, médiatiser une cause, promouvoir une idéologie. On distingue le terrorisme de la résistance, ou guerre des partisans, qui met en avant un objectif légitime en revendiquant le droit à l'autodétermination des peuples et la lutte contre l'oppression ou contre un envahisseur. La distinction est cependant délicate, car le terrorisme des uns est souvent le combat pour la liberté des autres. Selon Jacques Derrida, si on se réfère aux définitions courantes ou explicitement légales du terrorisme, qu'y trouve-t-on ? La référence à un crime contre la vie humaine en violation des lois, nationales ou internationales, y implique à la fois la distinction entre civils et militaires. Les victimes du terrorisme sont supposées être civiles, et une finalité politique, influencer ou changer la politique d'un pays en terrorisant sa population civile. Aujourd'hui, les promoteurs de la barbarie extrémiste ont changé d'échelle et d'orientation. Il y a un terrorisme, davantage organisé et tendant à se rapprocher d'un modèle militaire, qui a vu le jour avec un but bien précis: dominer un État et ou créer un nouvel État, et imposer sur ce territoire déterminé un islam rigoriste et fondamentaliste. Ainsi, c'est dans un monde nouveau, éclaté, turbulent et agité, aussi mouvant qu'instable, qu'a pris progressivement racine un terrorisme massif, irrationnel, mutant, fluide et criminalisé. La menace islamiste radicale, illustrée notamment par la nébuleuse Al-Qaïda, figure de proue du djihadisme, aujourd'hui concurrencée par des groupes terroristes de création récente à l'instar de Boko Haram ou de l'EI, ex-EIL. Poursuivant jadis un agenda national, ces mouvements terroristes se sont progressivement internationalisés dans leur planning et dans leur mode de déploiement. Ainsi, ils dépassent désormais le cadre étatique, national par le triple phénomène de déterritorialisation, de réticulation et de transnationalisation. D'ailleurs, la grande nouveauté des mouvements terroristes actuels, c'est qu'ils vont de simples revendications à la formulation d'un projet politique, remettant en question la structuration spatiale et la configuration géopolitique des États souverainement constitués. Face à ces dynamiques inédites, les réponses sécuritaires s'internationalisent et ou se régionalisent. Cependant, la recrudescence des attaques terroristes en Afrique nourrit de vives inquiétudes et met en relief les atermoiements de l'Union africaine face à cette menace transnationale qui gangrène de plus en plus les pays du continent. En effet, l'architecture africaine de paix et de sécurité a été créée pour répondre aux menaces sécuritaires de l'époque. Les dynamiques actuelles sont complètement différentes. Subséquemment, lors de la retraite de haut niveau sur le silence des armes en Afrique à l'horizon 2020, organisée à Durban, Afrique du Sud, les 28 et 29 avril 2014 par la Commission de l'Union africaine, les travaux ont conclu que les conflits interétatiques ont quasiment disparu du continent depuis la fin de la guerre froide en 1989. Les conflits intraétatiques à grande échelle sont également en régression, sans pour autant avoir totalement disparu. Ils sont surtout doublés par des dynamiques de conflictualité à petite échelle, qui mobilisent principalement des acteurs non étatiques et des réseaux de criminels transnationaux. Les questions interétatiques ont progressivement perdu leur dimension strictement sécuritaire, au profit d'une approche en termes de sécurité humaine, laquelle intègre une perspective holiste incluant les préoccupations sociales et sociétales des populations africaines. Ainsi, les questions liées à la paix et à la sécurité ne peuvent plus être pensées dans un cadre strictement national, mais supposent nécessairement une prise en compte régionale. Les conflits ont en conséquence changé. Le projet de feuille de route de l'Union africaine pour parvenir au silence des armes en Afrique en 2020 identifie plusieurs autres sources d'insécurité, notamment la pauvreté,
La répartition inéquitable des richesses avérée, notamment par le fort coefficient de Gini dans les pays qui ont pourtant enregistré des taux de croissance positifs forts ces 10 dernières années. L'exclusion et la marginalisation ethnique, sociale, politique et économique. Les carences des États dans la gestion de la diversité. La mauvaise gouvernance et la persistance de la corruption. Le terrorisme. L'intégrisme religieux. Les trafics transfrontaliers, y compris le trafic des armes et le narcotrafic. Les violations et le non-respect des constitutions, à travers notamment les changements inconstitutionnels de gouvernement et la conduite défectueuse des processus électoraux. Les violations des droits de l'homme. Le chômage des jeunes. L'extrémisme et l'intégrisme religieux. La faible efficience du service public. Le changement climatique, à travers notamment ses conséquences en matière de migration forcée des populations, de concurrence pour l'accès aux terres et l'augmentation des prix alimentaires. Les flux financiers illicites, y compris les flux d'armes. Un autre élément caractéristique de ces causes fondamentales se trouve dans le fait qu'elles se nourrissent et s'entretiennent mutuellement, pour renforcer la problématique de la paix et la sécurité en Afrique. Actuellement, les questions liées à la menace terroriste en Afrique tiennent au fait qu'elle dépasse pour la plupart le cadre strict du ressort territorial d'un État. Au-delà du fait qu'elles constituent des menaces pour l'intégrité voire l'existence des États, qui peinent d'ailleurs à y apporter des réponses nationales efficaces, elles ont par leur impact des effets déstabilisateurs sur plusieurs régions, voire sur nombre d'entre elles simultanément dans une logique transrégionale. Cet état de fait est aggravé par le fait que le processus d'intégration régionale en matière de renforcement de la paix et la sécurité évolue très lentement dans les différentes sous-régions, comme au niveau continental. La nature transfrontalière de cette menace exige donc une prise en charge du problème, non seulement au niveau des États et des sous-régions, mais aussi au niveau continental. Ainsi, la recrudescence des attaques terroristes dans plusieurs pays du continent a conduit l'Union africaine à adopter plusieurs stratégies pour endiguer ce phénomène. À cet effet, elle a adopté des stratégies qui prennent en considération les réalités géopolitiques du continent. C'est pourquoi l'UA a mis sur pied des stratégies préventives et des moyens d'action pour lutter contre le terrorisme sur le continent. Les stratégies préventives de lutte contre le terrorisme. Le domaine de la prévention consiste à empêcher que les individus se tournent vers le terrorisme en s'attaquant aux facteurs et causes profondes qui mènent à la radicalisation et au recrutement des djihadistes en Afrique. Cette stratégie s'est traduite dans l'élaboration d'une stratégie de lutte contre la radicalisation et le recrutement de terroristes, qui repose sur la coordination des actions de l'UA. Ainsi, l'approche de l'Union africaine consiste à adopter les instruments de lutte contre le terrorisme, a. La mise sur pied d'un dispositif institutionnel qui prend en compte cette menace, b. Et l'élaboration d'un consensus africain en la matière, c. a. La production d'instruments juridiques africains. La sécurité, y compris la sécurité humaine, est le fondement essentiel du développement durable pour les États africains. Elle implique une protection des personnes et les menaces visant la souveraineté et le territoire national d'un État. Ce préalable est indispensable pour l'UA qui vise à une amélioration durable des conditions de vie et la protection des biens et des personnes dans le continent. La sécurité humaine est un nouveau paradigme de paix et de développement. Pour l'Institut africain de la gouvernance, la sécurité humaine ouvre des perspectives quant à une nouvelle forme d'analyse et donne voix à de nouveaux acteurs sur les questions sécuritaires. Elle permet de penser la paix et le développement en Afrique, en situant l'individu au centre des deux processus. L'essence de l'analyse de la sécurité humaine réside dans sa contextualisation, dans la mesure où les insécurités varient considérablement selon les pays et les communautés. Dans cette perspective, les changements générés par l'augmentation des variables d'insécurité humaine en Afrique doivent alimenter l'organisation d'un cadre de concertation continentale. Hormis sa réception, la réappropriation de la sécurité humaine est une nécessité pour l'Afrique. D'ailleurs, l'Union africaine s'est engagée dans l'élaboration d'un agenda de transformation socio-économique, l'agenda 2063. Ainsi,
Contrer l'évolution du terrorisme en Afrique est devenue la responsabilité de l'UA qui s'est dotée d'instruments juridiques visant à réprimer les actes de terrorisme en Afrique. La volonté pour l'UA de s'opposer à la violence du terrorisme dans le continent a conduit à l'adoption de plusieurs conventions par les États membres. Dans ce cadre, la législation antiterroriste en Afrique remonte à juillet 1992 à Dakar. Cette déclaration contre le terrorisme en Afrique visait à accroître la coopération entre les États en matière de lutte contre l'extrémisme violent. Cette convention sera renforcée en 1994 par l'adoption en Tunisie d'une déclaration sur le code de conduite pour les relations interafricaines. En effet, cette déclaration rejette le fanatisme et l'extrémisme, quelle que soit leur nature, origine et forme, particulièrement ceux reposant sur les principes religieux et des actes de terreur. Ayant pris conscience qu'aucun État ne peut faire seul face au terrorisme, l'Afrique adopte en juillet 1999, à l'unanimité en Algérie, sa Convention sur la prévention et la lutte contre le terrorisme et son protocole à la Convention sur la prévention et la lutte contre le terrorisme. Cette convention n'est entrée en application qu'en 2002. Ladite convention traduit le premier accord à l'échelle du continent sur la prévention et la lutte contre le terrorisme. Son implémentation n'est qu'une réponse stratégique de l'UA après les attentats de 2001 aux États-Unis, afin de légitimer la lutte contre le terrorisme dans son propre agenda. L'UA a poursuivi son choix avant-gardiste pour se donner un poids au sein de la communauté internationale et atteindre ses propres finalités contre cette menace globale. À cet effet, la prolifération des extrémismes qui ignorent et méprisent les frontières représente sans doute une épreuve pour l'UA qui s'est donné pour mission d'affirmer son leadership dans la gestion des crises sur le continent. Les efforts consentis par l'institution régionale pour préserver la paix, la sécurité et la stabilité du continent passent par la mise sur pied d'un cadre juridique continental. La lutte contre le terrorisme franchit ainsi un nouveau palier, et le protocole additionnel à la Convention d'Alger, adopté en juillet 2004 à Addis-Abeba en Éthiopie par la Conférence de l'Union africaine lors de sa 3e session ordinaire, vise justement à renforcer la mise en œuvre efficace de la Convention. Ce protocole vise aussi à donner effet à l'article 3D du protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine qui stipule que l'un des objectifs du Conseil est de coordonner et harmoniser les efforts du continent dans la prévention et la lutte contre le terrorisme international sous tous ses aspects. D'autres résolutions s'ajoutent aux engagements déjà pris par les États membres comme les résolutions 256/2009 et 136/2014 qui intègrent respectivement la lutte contre le financement du terrorisme, le renforcement des capacités nationales et la promotion de la coopération internationale en matière de lutte antiterroriste, dans la liste des efforts de l'UA pour contrer le terrorisme. La décision de l'UA, prise en 2009, sur l'incrimination et la répression du paiement des rançons aux groupes terroristes pour obtenir la libération des otages, la nomination en octobre 2010 du représentant spécial de l'UA pour la coopération contre le terrorisme et l'adoption en juillet 2011 d'une loi type sur la lutte antiterroriste afin d'aider ces États membres à renforcer et/ou mettre à jour leur législation nationale en matière de prévention et de lutte antiterroriste, viennent s'ajouter aux instruments de lutte contre le terrorisme pris par l'UA. L'UA, dans le cadre de l'élaboration des stratégies juridiques de lutte contre le terrorisme, a adhéré aux législations internationales antiterroristes. L'objectif de cette adhésion vise à condamner davantage le terrorisme et à réaffirmer le désir des États à coopérer dans la lutte contre le terrorisme dans tous ses aspects. C'est dans ce cadre que la résolution 1373 du Conseil de sécurité va adopter en 2001 les procédures pour la prévention des actes terroristes. Le terrorisme étant une menace transfrontalière, l'adhésion de l'UA aux législations internationales permet d'élaborer une stratégie globale de lutte contre ce phénomène. Ainsi, l'UA va épouser pleinement cette stratégie globale avec le reste de la communauté internationale, dont les piliers I et VI portent respectivement sur les mesures visant à éliminer les conditions propices à la propagation du terrorisme et les mesures garantissant le respect des droits de l'homme. C'est pourquoi le président de la commission de l'UA Jean Ping insistait sur les antennes de Radio France Internationale le 3 mai 2011, sur le fait que
la communauté internationale devait continuer à faire preuve de plus de solidarité pour combattre aussi les causes du terrorisme. Des orientations qui correspondent aux objectifs majeurs de l'UA dans la lutte contre le terrorisme, au niveau international. Ainsi, l'UA a adhéré à toutes les initiatives engagées par l'ONU pour combattre la menace terroriste. Ce faisant, elle a engagé des mesures concrètes parmi lesquelles la négociation de plus d'une douzaine de conventions et de traités internationaux pour lutter contre des phénomènes spécifiques comme les détournements d'avions, les prises d'otages, les attentats à la bombe et le financement d'activités terroristes. B. L'implémentation d'une structure adaptée à la menace terroriste. L'élaboration des stratégies de lutte contre le terrorisme par l'UA a permis à cette dernière de se doter d'une structure plus souple, afin de s'adapter pour répondre à une situation urgente. Suivant ce modèle, l'UA a intégré un département paix et sécurité dans son schéma administratif en 2004, pour mettre fin aux menaces à la paix, à la sécurité et à la stabilité du continent africain parmi lesquelles figure en bonne place la menace terroriste. Le rôle du DPS est de soutenir le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, CPS, à travers la mise en œuvre de la politique commune africaine de défense et de sécurité, la promotion de programmes pour la prévention structurelle des conflits, la coordination, l'harmonisation et la promotion des programmes de paix et de sécurité en Afrique, l'opérationnalisation de l'architecture africaine de paix et de sécurité APSA. À cet effet, un sous-comité sur la lutte contre le terrorisme a été créé en 2014 par le Conseil de paix et de sécurité de l'UA. Il s'agit d'un organe subsidiaire composé de 5 membres du Conseil, représentant les différentes régions du continent, pour assurer la mise en œuvre des instruments pertinents africains et internationaux, élaborer, vulgariser et examiner régulièrement la liste des personnes, groupes et entités impliquées dans des actes de terrorisme, conformément au plan d'action de 2002 sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, et s'acquitter d'autres tâches connexes. La multiplication des organes au sein de l'UA pour lutter contre le terrorisme montre clairement que l'organisation se dote de dispositifs de sécurité légitimes et responsables afin de s'adapter à la menace terroriste. À cet effet, la Convention d'Alger et son plan d'action adopté en 2002 ont donné naissance au Centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme, CAERT. Ainsi, le CAERT agit en tant que structure de centralisation des informations, des études et des analyses sur le terrorisme et les groupes terroristes, et vise à développer des programmes de renforcement des capacités en matière de lutte antiterroriste des États membres de l'UA. Cette cellule du contre-terrorisme africain établit une plateforme d'interaction, de discussion et de coopération en matière de lutte contre le terrorisme entre les États membres et les communautés économiques régionales, tout en maintenant une coopération étroite avec le Comité des services de renseignement et de sécurité de l'Afrique, CISSA. Le CAERT a mis en place une équipe de veille qui émet régulièrement des messages d'alerte antiterroriste et des rapports d'analyse préliminaires sur des attaques terroristes. Une base de données sur la prévention et la lutte contre le terrorisme a été mise en place et des missions d'évaluation sont régulièrement conduites dans les États membres. Pour le renforcement du partage et de la dissémination de l'information, le CAERT dispose d'une salle de veille et un système d'alerte rapide contre le terrorisme. À côté du CAERT, l'UA a mis sur pied l'AFRIPOL, qui est un mécanisme africain de coopération policière. La transnationalisation des groupes criminalo-salafistes, ou narcoterroristes, a contraint les polices africaines à penser un mécanisme permettant d'accroître la coopération policière en vue de répondre à la menace incarnée par cette criminalité transnationale organisée. Cette réflexion a débouché sur la mise en place d'un mécanisme africain de coopération policière dénommé AFRIPOL. AFRIPOL permet à l'UA d'élaborer une coordination entre les institutions de police africaines dans la lutte contre la criminalité transfrontalière au niveau stratégique, opérationnel et tactique. Ainsi, le CAERT, l'AFRIPOL ont pour vocation de contribuer à la lutte antiterroriste à l'échelle continentale. De même, l'UA a prévu un système continental d'alerte rapide au sein de son architecture de paix et de sécurité. Ce système a pour fonction d'analyser les facteurs pouvant affecter la paix et la sécurité en Afrique,
en fournissant des informations journalières. Et pour faciliter la collecte des informations, le continent a été divisé en zones d'observation et de suivi dont les quartiers généraux sont basés dans chaque sous-région à travers les architectures de paix et de sécurité mises en place par chaque organisation régionale. Les mécanismes régionaux d'alerte rapide sont les canaux de relais du système continental d'alerte rapide. En tant que système d'information ouvert, le système continental d'alerte rapide dispose d'un avis opportun sur les potentielles menaces à la paix et à la sécurité, en vue de permettre l'élaboration des stratégies de réponse appropriées pour les principaux utilisateurs au sein de l'UA. C'est l'élaboration d'un consensus africain contre le terrorisme. La stratégie de l'UA dans la lutte contre le terrorisme est une stratégie évolutive qui s'adapte en fonction des objectifs de l'organisation. En 2015, la campagne contre le terrorisme en Afrique a constitué une période charnière dans la stratégie continentale qui doit s'adapter. Ainsi, l'UA a adopté une stratégie pour canaliser et remodeler le continent. À cet effet, elle essaye de résoudre les problèmes de terrorisme en Afrique avec des solutions africaines afin de permettre aux pays africains de mieux cerner les dimensions politiques et idéologiques de lutte, en vue de cerner le phénomène dans toute sa globalité et sa spécificité. Cette stratégie consiste à éliminer les conditions propices à la propagation du terrorisme dans tout le continent, prévenir et combattre le terrorisme, notamment en privant les terroristes des moyens de mener à bien leurs attaques, étoffer les moyens dont les États africains disposent pour prévenir et combattre le terrorisme, développer les politiques nationales de lutte contre la pauvreté et la précarité au sein des États africains. Toutes ces stratégies de prévention ne suffisent pas à elles seules pour l'UA de mener efficacement la lutte contre le terrorisme. C'est pourquoi elle a prévu une stratégie opérationnelle. 2. Les stratégies opérationnelles. L'Union africaine s'est engagée à assurer la sécurité des populations par la prise en compte de toute question relative à la sécurité humaine. L'Union accorde une très grande priorité à la défense de la sécurité des États et de la sécurité de ceux qui y vivent. Elle en a fait une priorité à travers sa vision d'assurer une sécurité collective. La volonté d'unir leurs forces pour se prémunir de toute menace et en défendant le cadre territorial et tous ceux qui y vivent, fait émerger la sécurité collective. La sécurité de tous assurée par tous. Cependant, face aux mutations que connaissent les menaces, les enjeux et les défis sécuritaires et de gouvernance de développement, il est nécessaire d'opérationnaliser la sécurité dans le cadre d'une architecture de paix et de sécurité revitalisée. Les stratégies opérationnelles concernent davantage les initiatives visant à faire face aux menaces terroristes localisées dans une aire particulière sous la tutelle de l'UA. Ces initiatives revêtent soit la forme de missions avec envoi d'experts et ou de troupes sous les auspices de l'UAB, soit la forme de programmes visant à accroître la coopération sécuritaire entre les États de la zone d'intervention en vue de faire face à la menace terroriste. Les programmes. En matière de programmes, l'une des initiatives régionales portées par l'UA est le processus de Nouakchott. Ce programme a été lancé en mars 2013, en vue de renforcer la coopération sécuritaire et d'opérationnaliser l'architecture africaine de paix et de sécurité, AAPS, dans la région sahélo-saharienne. Il prend la forme de forums bimensuels et biannuels, réunissant respectivement les chefs des services de renseignement et de sécurité, et les ministres des Affaires étrangères de 11 pays, avec la participation des structures compétentes de l'UA et des Nations Unies. Ces rencontres permettent aux ressortissants des différents États d'échanger des vues sur la situation sécuritaire de la région, d'évaluer les différents risques et menaces qui pèsent sur les États, et de prendre des mesures en termes d'approfondissement de la coopération et de renforcement des capacités nationales pour faire face à ces défis sécuritaires. Lors de la réunion des ministres de la Défense et des chefs d'état-major des pays participants au processus de Nouakchott, le 4 septembre 2015, les États se sont accordés sur la mise en place d'une force d'intervention pour le Nord Mali en vue de mettre fin à la mainmise des terroristes et criminels sur cette région. Les missions. Les missions, quant à elles, sont présentes sur tous les théâtres d'opération où les groupes terroristes poursuivent leur campagne de terreur. 1. La mission de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, MISAHEL.
La MISAHEL est la structure de l'UA chargée de la mise en œuvre de la stratégie de l'UA pour la région du Sahel. Cette structure est orientée vers 3 volets principaux, notamment la gouvernance, le développement et la sécurité. L'aspect sécuritaire concerne principalement la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, qui se sont instaurés dans la région. La MISAHEL accomplit sa mission en coopération étroite avec les autres structures de l'UA. Cette initiative va au-delà de la promotion de la coopération sécuritaire pour intégrer le soutien aux programmes de démobilisation, désarmement et réinsertion, DDR, et de réforme du secteur de sécurité, RSS, qui représentent autant d'axes pour réduire les facteurs qui attisent le développement des extrémismes. 2. L'initiative de coopération régionale sous conduite de l'UA pour l'élimination de l'armée de résistance du Seigneur, ICRLRA. L'ICRLRA a été autorisée par le Conseil de paix et de sécurité de l'UA en novembre 2011 et est opérationnelle depuis mars 2012. À travers un mécanisme conjoint de coordination, présidé par le commissaire de l'UA à la paix et à la sécurité, sa force régionale d'intervention, FRI, avec un effectif maximal envisagé de 5000 soldats fournis par les pays affectés, et son centre des opérations conjointes, armé par des officiers détachés par les pays affectés, l'ICRLRA emploie à renforcer la capacité opérationnelle des pays affectés par les exactions commises par la LRA, à créer un environnement propice à la stabilisation des régions affectées, et de faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire aux régions touchées. Cette mission a contribué à réduire de manière significative la capacité de nuisance du groupe LRA, à travers la destruction de ses camps en rez-de-chaussée et en RCA, et la perturbation de ses réseaux d'approvisionnement. 3. Le Centre de coordination des opérations conjointes de l'AMISOM, CCOC. L'AMISOM, CCOC, est un dispositif conjoint de la stratégie de contre-insurrection conduite par l'AMISOM et le gouvernement somalien. Elle est née sur les cendres de l'unité de fusion et de liaison de Mogadiscio, initialement créée par l'AMISOM avec le soutien du CAERT. Son objectif est de faciliter le partage d'informations et la coordination des opérations de l'AMISOM et des forces de sécurité somaliennes, à travers un renforcement des capacités des organismes de sécurité somaliens dans la collecte et l'analyse des informations et du renseignement, ainsi que le partage et la diffusion en temps réel et de manière sécurisée, d'informations opérationnelles, la surveillance des frontières de la Somalie pour empêcher l'entrée des criminels et des terroristes, la mise en place de structures similaires dans les secteurs dans lesquels des contingents de l'AMISOM sont déployés. 4. La force multinationale mixte, MNJTF. La lutte contre Boko Haram représente l'un des multiples fronts ouverts par l'UA contre le terrorisme. Elle s'est traduite par un soutien à l'opérationnalisation de la force multinationale mixte, MNJTF. Cette dernière rassemble des unités civiles et militaires de 4 pays membres de la Commission du bassin du lac Tchad, CBLT, plus le Bénin. L'initiative régionale commence à prendre forme en juin 2014, date à laquelle l'UA exprime sa volonté de mettre en place une force régionale semblable à celle créée contre l'ICRLRA pour mettre fin aux atrocités de Boko Haram dans le lac Tchad. Elle choisit alors de s'appuyer sur le projet amorcé par le CBLT. Le 6 mars 2015, l'UA entérine la création de la force multinationale mixte après plusieurs réunions de concertation des chefs d'État et experts. Le mandat de la MNJTF est déterminé et son concept d'opération, CONOPS, est validé. Néanmoins, les responsabilités sont partagées entre l'UA et la CBLT à travers la signature d'un protocole d'accord le 20 octobre 2015 qui précise le rôle de la commission de l'UA et du secrétariat de la CBLT dans la mise en œuvre du CONOPS. L'une des stratégies de l'UA est de prendre des mesures coercitives contre les terroristes qui menacent la paix et la stabilité des États africains. Ainsi, les stratégies opérationnelles pour l'UA concernent prioritairement l'élaboration des mandats, à l'instar de celui de la force multinationale mixte, FMM. En effet, conformément au chapitre 8 de la Charte des Nations Unies relatif aux accords régionaux et en écho au principe de subsidiarité,
l'UA a généralement brillé par la délégation de pouvoir en matière de lutte contre le terrorisme. S'il faut s'appesantir sur le cas spécifique de la lutte contre les actes terroristes perpétrés par la secte islamiste Boko Haram, nous pouvons mettre en exergue le déploiement de la force multinationale mixte. C'est par le communiqué PSCAHGCOMM2, CDLXXXIV, du 29 janvier 2015 que l'UA mandate la FMM aux fins de créer un environnement sûr et sécurisé dans les régions affectées par les activités de Boko Haram et d'autres groupes terroristes, de faciliter la mise en œuvre par les États membres de la CBLT et le Bénin, de programmes d'ensemble de stabilisation dans les régions affectées et de faciliter les opérations humanitaires et l'acheminement de l'aide aux populations affectées. Dans le cadre de ce mandat, l'UA a en outre décidé que les contingents de la FMM remplissent les tâches suivantes. L'entreprise des opérations militaires visant à empêcher l'expansion des activités de Boko Haram, ainsi que l'éradication de sa présence. La facilitation de la coordination opérationnelle entre les pays concernés dans la lutte contre Boko Haram. L'encouragement et la facilitation de la conduite des patrouilles simultanées coordonnées conjointes. La prévention et le transfert d'armes et munitions et tout autre type de soutien à Boko Haram. La protection des civils sous menace imminente, des personnes déplacées et des réfugiés, des travailleurs humanitaires et d'autres personnels civils. La recherche des personnes enlevées, etc. Au regard de ce mandat et de la première évaluation de l'action de la FMM, il ressort un affaiblissement de la secte Boko Haram. En effet, sous la bannière de cette force, les unités spéciales du Cameroun et du Nigeria ont organisé plusieurs opérations militaires dans les bastions du groupe terroriste. C'est ainsi qu'ont été organisées 6 opérations Arrow. Il s'agit notamment de Arrow 1 lancé au Nigeria, Arrow 2 lancé à Ndabakura, Arrow 3 lancé à Jimini, Arrow 4 lancé à Ashigashia, Arrow 5 lancé à Ngosh et Arrow 6 lancé à Kumj. À ces opérations, il faut ajouter l'assaut porté les 10 et 11 mai 2016 dans la forêt de Madawaya. Conclusion. La stratégie de l'Union africaine en matière de lutte contre le terrorisme consiste à créer ou à soutenir une force régionale d'intervention, FRI, qui se décline en composantes policières, civiles et militaires. Le mandat assigné à cette force est partout le même. Il s'agit de rétablir la sécurité dans la région à travers une intervention musclée, faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire, reconstruire l'État ou restaurer son autorité, réformer l'armée et les services de sécurité ou juste renforcer leurs capacités, faciliter la coopération opérationnelle entre les appareils de sécurité et de défense de la zone d'intervention. Les forces multinationales mixtes, l'AMISOM, l'ICRLRA partagent sensiblement la même feuille de route avec de légères différences liées aux spécificités des contextes d'intervention. Mais au-delà de cette approche qui répond en partie aux besoins du terrain, il faudrait admettre que l'UA fait preuve d'un manque d'innovation dans ses méthodes d'intervention. Ses actions sont assez disparates et ne procèdent guère d'une approche systémique et méthodique de prévention et de lutte contre le terrorisme. C'est en partie ce qui explique les difficultés rencontrées dans la coordination des mécanismes existants. Néanmoins, l'action de l'UA en matière de lutte contre le terrorisme, bien que tatillonne, s'est avérée efficace en ce qui concerne l'éradication de la secte Boko Haram. La multiplication des mécanismes régionaux parrainés par l'UA en marge du concept de la FAA pour juguler le terrorisme sonne comme un aveu d'impuissance et un appel à la refondation de ce concept. Entre le processus de Nouakchott, la mission de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, MISDAHEL, l'initiative de coopération régionale sous conduite de l'UA pour l'élimination de l'armée de résistance du Seigneur, LRA, le centre de coordination des opérations conjointes de l'AMISOM, l'UA n'en finit plus de tâtonner. En effet, s'il est commode de constater que l'APSA, qui s'appuie sur les serres, n'a pas toujours donné les résultats escomptés, le cas de la FMM est l'une des rares initiatives mandatées par le Conseil de paix et de sécurité couronnées de succès. Ce satisfecit résulte du constat mitigé de l'AMISOM en Somalie et de la situation sécuritaire dans le Sahel. Le dispositif sécuritaire de l'UA à l'épreuve des nouvelles menaces.
Christelle Dior TAMEGUI. Doctorant en sciences politiques, Université de Rennes 1, France. Introduction. Le nouvel ordre mondial qui émerge au lendemain de la guerre froide connaît une transformation substantielle de la nature et des formes de conflits, transformation marquée par la multiplication des conflits intra-étatiques et une raréfaction des conflits interétatiques. C'est dans cette nouvelle géopolitique mondiale que les sociétés africaines sont devenues des théâtres par excellence de manifestations d'une conflictualité endogène aux origines variées et complexes. À titre indicatif, l'on peut citer le conflit libérien 1989, qui a opposé les autochtones aux esclaves affranchis et envoyés dans cet espace territorial par les États-Unis dès 1847, celui opposant la Casamance aux autorités sénégalaises, les révoltes touaregs au Niger et au Mali, la crise centrafricaine depuis 2001, la crise en Côte d'Ivoire 2002, le génocide rwandais 1994, dont le flux de réfugiés a favorisé la transnationalisation du conflit, notamment son prolongement sur le territoire de la rez-de-chaussée République démocratique du Congo, les coups d'État militaire au Burkina Faso 2015 et au Mali 2012, les guerres civiles en Sierra Leone 1997 et au Libéria 1989 pour le contrôle et l'exploitation des ressources naturelles, le groupe terroriste Boko Haram dont l'activité criminelle remet en cause la stabilité au Nigeria et dans les États limitrophes notamment le Cameroun, le Tchad et le Niger. À l'observation, la problématique sécuritaire africaine actuelle présente la spécificité que la plupart des menaces à la sécurité viennent de l'intérieur et sont très souvent non militaires. En réalité, les forces armées africaines sont rarement confrontées à des situations de défense ou de sécurisation du territoire contre un ennemi extérieur, mais plutôt elles font face régulièrement à des émeutes internes ayant pour cause la pauvreté, aux groupes armés internes très souvent constitués des jeunes qui se sentent exclus de la société, à des revendications identitaires dont le facteur causal principal est la gestion ethno-identitaire du pouvoir politique ou une redistribution inéquitable des rentes de l'État, etc. Il est à noter que ce dont souffre concrètement l'Afrique sur le plan sécuritaire, ce n'est pas une succession de conflits interétatiques, mais une conflictualité fluide, aux causes multiples et complexes qui se soldent toutes par des désordres intérieurs qualifiables de guerre civile matinée de délinquance et de criminalité organisée. En effet, l'Afrique fait face à de nouvelles menaces constituées non seulement des défis traditionnels, tels que la difficile articulation entre les sociétés africaines et la nouvelle forme d'organisation politique-État, les coups d'État, les mutineries, les conflits axés sur les délimitations territoriales, les ressources et l'identité, le rétablissement de la stabilité après un conflit, mais aussi les menaces croissantes entraînées par entre autres la piraterie, le trafic de la drogue et des armes légères, extrémisme violent, la cybercriminalité, la criminalité transfrontalière et la criminalité organisée qui s'implantent dans les bidonvilles urbains de l'Afrique. Face à la spirale d'insécurité qui traverse et travaille les sociétés africaines, l'Union africaine, garante de la sécurité collective sur le continent, a jusqu'ici initié et mis en œuvre une kyrielle de mécanismes sécuritaires avec parfois des tentatives de remodelage, mais hélas, ils n'ont produit que des résultats peu probants. Il s'agit entre autres de l'APSA, Architecture de paix et de sécurité africaine, la FFA, Force africaine en attente, le CARIC, Capacité africaine de réponse immédiate aux crises, du processus de la réforme du secteur de la sécurité, RSS, qui brillent par leur incapacité à rompre le cercle vicieux de la violence sur le continent. Sur ce, le problème qui sous-tend la présente réflexion est celui de savoir pourquoi le dispositif sécuritaire de l'Union africaine peine à instaurer une situation de paix durable sur le continent, et comment l'adapter aux nouvelles menaces auxquelles font face les États africains. En d'autres termes, quels sont les déterminants explicatifs de l'échec de l'approche sécuritaire de l'Union africaine ? Quelles nouvelles armes pour les nouvelles armées africaines face aux nouvelles menaces ? Il s'avère que la nouvelle arme est la plus efficace contre la conflictualité endogène africaine, n'est plus seulement celle de la destruction à travers des forces armées parées à faire la guerre au sens classique, mais davantage l'arme de la construction traduite dans le paradigme des forces duales. La présente réflexion ambitionne de montrer que la démarche sécuritaire de l'Union africaine évolue très peu ou pas,
au gré des transformations de la nature et des formes de menaces à la sécurité sur le continent, et de plaider pour la dualisation des forces armées des États membres de l'UA. L'anachronisme des mécanismes sécuritaires de l'UA par rapport au nouveau contexte d'insécurité africain. Le dispositif sécuritaire de l'Union africaine ne prend pas suffisamment en compte la révolution paradigmatique qui s'est opérée au niveau du concept de sécurité. En réalité, le passage du concept de sécurité à celui de sécurité humaine exige une réorientation des politiques publiques de sécurité. Le contexte sécuritaire africain singularisé par des guerres nouvelles, pour reprendre une expression chère à Méry Kaldor, ou de nouvelles menaces, donne sens au paradigme de sécurité humaine. Les nouvelles menaces à la sécurité humaine sont en principe impossibles à résoudre avec les outils militaires classiques. Pourtant, le constat fait état de ce que l'Union africaine, dans son approche de résolution des conflits, use de forces armées dotées d'une mission militaro-militaire A. Par ailleurs, les solutions africaines à l'insécurité privilégient les effets des crises au détriment de leur cause, B. A. Le primat des outils militaires classiques face aux menaces non militaires. Les solutions envisagées par l'UA pour mettre fin à l'atmosphère conflictogène qui caractérise la plupart des sociétés africaines sont restées largement cantonnées aux missions classiques des forces armées, missions fondamentalement sinon exclusivement martiales. En effet, les forces armées fournies à l'UA par ses États membres dans le cadre des OMP, opérations de maintien de la paix, sont formées pour défendre le territoire de l'État contre toute velléité d'occupation par un ennemi extérieur. Il leur est assigné traditionnellement un contrat opérationnel visant à parer à une agression extérieure de type conventionnel. Or, il se trouve que les agressions extérieures de type conventionnel sont rares sur le continent. Que l'on soit dans le cadre de la FFA, du CARIC, de l'APSA ou de la RSS, il y a une volonté avérée de mobilisation des outils militaires classiques comme moyen d'inversion du cycle de la violence sur le continent. Si l'on prend le cas spécifique de la RSS, elle s'est imposée depuis plus d'une décennie dans les agendas politico-sécuritaires de la plupart des États africains. L'Union africaine y a même consacré un cadre d'orientation. Ce vent de renouvellement des politiques publiques de sécurité fait suite, sans nul doute, au constat d'une incapacité des forces de défense et de sécurité africaines à venir à bout des différentes crises qui déchirent le continent. Toutefois, ces différentes réformes se sont révélées une fois de plus peu efficaces et pour cause, elles ne tiennent pas suffisamment compte de la spécificité des problématiques sécuritaires africaines. L'accent est mis sur la professionnalisation des forces armées et de sécurité, au détriment de leur adaptation à la nouvelle nature des conflits africains. On a assisté à l'implantation d'écoles nationales à vocation régionale, ENVR, pour promouvoir la paix et assurer la formation des officiers des armées des sous-régions concernées. Africanisation de la formation. Les réformes mettent en exergue le rôle et l'action de la gendarmerie et de la police, la formation et l'encadrement technique des armées et des forces de sécurité y compris en santé militaire, le renforcement de l'équipement, la logistique, le transport et les transmissions, l'implantation des nouvelles technologies au sein des corps armés, de la police et de la gendarmerie. La RSS n'a servi in fine qu'au renforcement de la dimension militaro-militaire des forces armées. Pourtant, au regard des nouvelles menaces à la sécurité africaine, il est impératif que l'identité martiale des forces armées soit reléguée au second rang au profit de la construction d'une armée capable de participer au processus de développement, et par ricochet de contribuer à l'éradication sinon à la réduction des foyers de conflit. La réforme des armées africaines est indispensable. Elle ne peut se définir sans analyse des dangers qui guettent les pays aujourd'hui. Il est impérieux d'adjoindre aux missions classiques de l'armée une mission civile pour qu'elle s'arrime aux nouvelles exigences du concept de sécurité humaine. La démarche africaine de sécurité laisse entrevoir une volonté de répondre à la violence par la violence. C'est d'ailleurs ce que traduit la création en 2002 d'un CPS, Conseil de paix et de sécurité, de l'UA que Yves-Alexandre Chouala analyse en termes d'institutionnalisation et de légitimation de la puissance et de la force comme moyen privilégié de résolution des conflits.
La présente réflexion ne s'inscrit pas dans la logique d'une remise en cause de l'identité martiale des forces armées africaines, identité d'ailleurs très importante, mais plutôt il s'agit de dire que la démarche africaine de sécurité vise majoritairement à traiter les effets des conflits au détriment d'une réelle réflexion sur leurs origines. B. Des solutions conjoncturelles au détriment d'une approche structurelle. Le déploiement d'une mission de maintien de la paix pour s'interposer entre des belligérants, ou pour intervenir et mettre fin à l'escalade d'un conflit, n'est en soi pas un acte dénué de toute importance. Toutefois, une telle approche, bien que pertinente, perd tout son sens si elle n'est pas suivie par des stratégies ayant pour objectif d'empêcher la résurgence de la crise. En réalité, la mobilisation d'une force dotée d'une mission classique, c'est-à-dire militaro-militaire dans le cadre des crises africaines dont la plupart ont pour facteurs causaux fondamentaux la pauvreté, la mauvaise gouvernance, les tendances néopatrimonialistes des détenteurs du pouvoir politique, revient à traiter les effets et non les causes. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre ces propos. Plus que par le passé, l'emploi de la force militaire ne constitue qu'un des moyens à prendre en considération pour empêcher, limiter ou mettre fin au conflit. À court terme, la mission principale ne sera plus de contribuer à une défense coordonnée face à une agression massive, mais bien de participer à la prévention et à la gestion de crises dans le cadre des organisations diverses, ONU, CSCE, OTAN, UEO, en mettant à leur disposition des forces adaptées aux particularités politiques, géographiques et militaires de chaque crise. La paix en Afrique est un projet à long terme qui ne saurait être réalisé à l'issue d'une bataille gagnée par une quelconque armée. Un point d'honneur doit être mis sur la prévention des conflits. Ceci passe par la recherche des solutions structurelles qui visent à assurer le développement des pays africains, à gagner la confiance des populations et à consolider les États. En République centrafricaine par exemple, l'on a assisté depuis le début de la crise à la succession des missions de maintien de la paix aussi bien internationales que régionales, MICOPAX, MISCA, MINUSCA, mais sans réussir à arrêter le cycle de violence. En dépit de la relative accalmie qui règne dans ce pays suite à la transition sagement menée par Catherine Samba-Panza, et qui a abouti à la dernière élection présidentielle de 2016, le défi du développement, seul gage d'une paix durable dans ce pays, reste à relever. Au Mali, ce n'est qu'en décembre 2012 que l'Union africaine est parvenue à voter la résolution 2085, qui autorise le déploiement d'une force internationale au Mali alors que le pays était en proie aux violences depuis janvier 2012. Cette longue période d'hésitation a laissé le temps à la France d'intervenir dans le cadre de l'opération Serval. Les atermoiements de l'organisation continentale dans cette crise témoignent des difficultés structurelles qui caractérisent sa démarche sécuritaire. Par la suite, l'intervention d'une mission de l'Union africaine n'a duré que le temps d'une rose. À peine 6 mois d'activité, la mission a été remplacée par une force onusienne. Si ces différents déploiements pouvaient réussir à calmer la situation, ce qui n'est pas le cas, il reste des solutions conjoncturelles incapables de restaurer une paix durable. En effet, le volet prévention des conflits reste le parent pauvre de la philosophie sécuritaire de l'Union africaine, il est à consolider bien plus à construire. Dans cette perspective, l'UA devrait inciter les États membres à explorer la piste des forces duales, ce qui permettra aux forces armées de participer, en période de paix relative au processus de développement et par ricochet de répondre aux exigences des nouvelles menaces. 2. La dualisation des forces armées africaines. Il est utile, avant toute analyse au fond, de procéder à une précision conceptuelle de la variable force duale doublée d'une mise en exergue de la différence entre force duale et le concept proche et classique de génie militaire. Le concept de force duale est relativement nouveau dans la littérature consacrée aux questions de sécurité et de défense. Les forces armées dans leur format classique sont des outils de défense et de sécurité des États, c'est-à-dire des instruments de protection de l'intégrité territoriale et des intérêts étatiques. Elles sont très souvent dotées d'unités de génie militaire qui exercent des missions civiles, mais dans un cadre purement militaire. Pour construire une définition rigoureuse de la notion de force duale, il est indispensable d'établir au préalable une distinction entre les missions des forces duales et celles du génie militaire. En effet,
Il y a une différence substantielle entre les forces duales et le génie militaire parce que le génie militaire, au sens strict, est conçu pour réaliser des ouvrages, ponts, routes, etc., pour permettre aux troupes de poursuivre leur progression ou de consolider une position en vue de la défendre. Par exemple, le pont flottant permettant de franchir un cours d'eau n'a pas vocation à rester en vue de servir d'infrastructure routière pour les échanges économiques. La plupart du temps, les ouvrages réalisés par les unités du génie militaire sont éphémères, même s'il y a des exceptions. Alors, si parfois, trop rarement hélas, le génie militaire exerce au quotidien des activités civiles comme la construction des routes, des écoles, des ponts, cette démarche ne procède pas d'une logique d'aménagement du territoire s'inscrivant dans le temps long. Traditionnellement, les activités civiles du génie militaire sont faites dans le cadre des opérations militaires pour faciliter la progression des troupes, maintenir les forces dans de meilleures conditions de combat, héberger les troupes, etc. In fine, le génie militaire désigne de manière classique l'ensemble des techniques d'attaque et de défense des places, des postes, des infrastructures pour aider les armées au combat. La notion de force duale se démarque substantiellement de celle de génie militaire. En effet, le concept de force duale est consubstantiel à celui de mission duale, qu'utilise Patrick Laousen pour désigner le fait de doter une armée d'objectifs quantifiables de nature civile à côté de ses missions classiques donc militaires. Les missions duales assignées aux forces duales permettent d'assurer une présence constante des armées sur l'ensemble du territoire en vue de refonder le lien armée-nation. Dans la logique de force duale, les compétences des forces armées peuvent s'étendre par exemple à la valorisation des unités du train, c'est-à-dire des unités de transport. Dans le cadre de cette réflexion, nous entendons par force duale les forces armées formées aussi bien pour des métiers militaires que pour des métiers civils, et à qui sont confiées, en dehors de leurs missions fondamentalement militaires, des missions ou des objectifs civils quantifiables en vue d'aménager le territoire national et d'améliorer les conditions de vie des populations. Au regard de cette mise au point conceptuelle, il apparaît que le paradigme des forces duales marque une véritable révolution dans la démarche sécuritaire. Toutefois, il ne s'agit pas de remettre en cause l'identité martiale des forces armées africaines, mais plutôt de dire que dans un contexte où l'insécurité est le fait des menaces nouvelles, pauvreté, malgouvernance, sous-développement, etc., il est opportun d'associer une mission civile à la mission militaire des forces armées dans l'optique de leur permettre de participer, en période de paix relative, au processus de développement. L'objectif ici est de dire que l'UA devrait, dans sa démarche de prévention des conflits et de construction d'une paix durable, inciter ou coordonner la mise en place dans ses États membres des forces armées capables d'assurer de manière intégrée une mission militaro-militaire et une mission civile. Il s'avère que la conflictualité endogène africaine, marquée par les nouvelles menaces, s'accommode mal des logiques militaires classiques à savoir mener une guerre et soumettre l'ennemi. D'où la pertinence de la piste des forces duales qui, en permettant d'apporter des solutions curatives aux situations d'insécurité, mission classique des armées dans les cas exceptionnels d'escalade des conflits, aura le mérite de contribuer à leur prévention, mission civile des forces armées. Ce renouveau fonctionnel dans la doctrine militaire africaine présente une plus-value sur les plans socio-économiques, A, et politiques, B. A. Le potentiel socio-économique des forces duales. 1. Forces duales, ou autofinancement partiel des forces armées. Les armées africaines sont très souvent à deux vitesses. Certaines sont mal payées alors que d'autres sont qualifiées de budgétivores. Ces traits distinctifs négatifs font des forces armées africaines, d'une part de véritables parasites budgétaires et donc des pesanteurs économiques pour des États africains à économie fragile, Ernest Touwa 2007, et d'autre part des sources d'insécurité, car dans la perspective de la recherche des moyens de subsistance, elles se livrent souvent à des exactions diverses, vols, viols, pillages, etc. Dans chacun des cas sus-évoqués, armées budgétivores ou sous-payées, la doctrine des forces duales est une piste prometteuse. En effet, au regard de la situation financière des pays africains, ils ne devraient pas ou plus se payer le luxe de disposer d'une armée pléthorique qui ne fait que de la défense et de la sécurité, mais davantage convertir une fraction de leurs forces armées en forces duales, ce qui réduirait assurément leur dépendance budgétaire de l'État.
Le changement de paradigme sécuritaire au sein des forces armées africaines par la conversion d'une bonne frange en force duale est un projet ambitieux, voire révolutionnaire dont la réalisation permettrait à l'issue un autofinancement partiel des armées africaines, une réduction de la dépendance de l'UA à l'aide financière occidentalo-européenne, et par ricochet une consolidation de la souveraineté des États au plan micro et de l'UA au plan macro. Il s'agit de confier à l'armée des activités civiles génératrices de revenus, et donc des sources de financement de son fonctionnement. Cette démarche, en procurant à l'armée des revenus supplémentaires, réduira à la longue la dépendance financière des contingents de l'Union africaine dont le déploiement est très souvent tributaire de la volonté de financement des bailleurs de fonds européens. Or, cette dépendance financière n'est pas sans conséquence sur l'efficacité des OMP africaines, car comme l'indique Patrick Kaelaousen au sujet de leur financement par les bailleurs de fonds occidentaux, c'est celui qui paye l'orchestre qui choisit le programme, et les bailleurs de fonds ne s'en privent pas en ce sens que chacun donne à l'Afrique en fonction de son propre agenda politique et économique. Pour preuve, les atermoiements constatés dans la mobilisation d'une force africaine au Mali en 2012 sont entre autres le fait des restrictions financières de l'UA. En réalité, les difficultés économiques et les faiblesses capacitaires plombent les rendements militaires des forces régionales et multinationales déployées sur les théâtres de conflit en Afrique. Quid du potentiel social du projet des forces duales ? 2. Les forces duales, une approche sociale pour une amélioration des conditions de vie des populations. Le projet des forces duales est une solution purement africaine adaptée au contexte d'insécurité africain, contrairement à la rhétorique d'appropriation ou d'africanisation prônée par certains auteurs et acteurs de la sécurité africaine, mais qui n'est en réalité qu'une logique mimétique à peine dévoyée, synonyme d'une vaine tentative de tropicalisation des solutions préfabriquées en Occident sans considération aucune des spécificités de l'environnement sécuritaire africain. Il s'agit en réalité d'associer une identité civile à l'identité classique martiale des forces armées, afin qu'elles contribuent autrement au processus de développement et donc à l'amélioration des conditions de vie des populations. La plupart des États africains n'arrivent plus à assurer pleinement leur mission régalienne. Par conséquent, les populations font face à des menaces qui se résument en la pauvreté, le manque d'infrastructures, la délinquance, les catastrophes naturelles, etc. Les forces duales ou forces de développement auront donc pour tâche de résoudre certains de ces problèmes en construisant par exemple des ponts, des écoles, des hôpitaux, des routes, en assurant l'éducation civique des jeunes ou la formation militaire des fonctionnaires, etc. Ce projet est proche de l'activité des SAS, sections administratives spécialisées, qui sont des unités des forces armées spéciales créées par la France pendant la guerre d'Algérie et mises en place dans les années 1955 à 1956 et à qui étaient confiées, à côté de leurs missions fondamentalement militaires, des missions civiles. Il s'agissait en réalité d'un instrument militaire, pourtant largement tourné vers des activités civiles. Bien que les SAS aient été utilisés par la France dans un but politique, lutter contre l'insurrection menée par le Front de Libération Nationale, FLN, il demeure que leur activité civile, construction des routes, établissement des actes d'état civil, recensement, a contribué considérablement à l'amélioration des conditions de vie des autochtones algériens. Contrairement à l'activité du génie militaire qui n'est pas destinée a priori à l'aménagement du territoire, celle des forces duales a pour objectif principal l'amélioration des conditions de vie des populations et par ricochet, la consolidation du pouvoir des régimes en place. B. Dualisation des forces armées africaines. L'argument principal qui structure cette sous-articulation est une conséquence logique des deux précédents paragraphes sur les atouts économiques et sociaux de la dualisation des forces armées africaines. C'est que la plupart des États africains parviennent difficilement à pourvoir aux besoins élémentaires de leur population, mission régalienne de l'État, ce qui crée une désaffection entre eux, gouvernants et le peuple et fragilise le pouvoir des régimes en place. Certains d'entre eux sont qualifiés des États défaillants, c'est-à-dire entre autres qu'ils n'assurent pas le respect des droits de la personne et la satisfaction des besoins fondamentaux des populations. L'approche des forces duales, bien que n'étant pas une panacée, peut constituer un début de solution à la défaillance des États et donc,
un moyen efficace pour contrer les nouvelles menaces à la sécurité et consolider le pouvoir des États. Par ailleurs, les États africains qualifiés à tort ou à raison, des États défaillants, constituent un terrain fertile pour l'expérimentation des concepts au contenu peu précis et interprétés au gré des intérêts, à l'instar de l'intervention humanitaire ou de la responsabilité de protéger Libye 2011. Il s'agit en réalité des paradigmes qui légitiment la violation de la souveraineté des États africains par la communauté internationale. En effet, l'expression intervention humanitaire est utilisée afin de pervertir la souveraineté en intervention dès le début du débat. Le dé est alors pipé en faveur de l'intervention avant même que le débat ait pu éclore, en étiquetant et délégitimant les dissidences comme anti-humanitaires. L'objectif de cette mise au point est de montrer que si les États africains entendent préserver l'un des éléments cardinaux du système westphalien de l'État, à savoir la souveraineté, ils doivent œuvrer à l'accomplissement de leur mission régalienne. D'où la pertinence de la dualisation des forces armées. Notons également que la conception westphalienne de la souveraineté a connu des mutations substantielles au gré de l'évolution de la notion de sécurité. C'est que depuis l'avènement du paradigme de sécurité humaine, la souveraineté de l'État implique une responsabilité, et la responsabilité primaire pour la protection des peuples est la responsabilité de l'État lui-même. Mais si celui-ci fait défaut, alors une responsabilité de secours résiduelle est dans les mains de la communauté des pays limitrophes. Il en ressort que la responsabilité pour un État d'assurer ses missions régaliennes est une exigence de la sécurité humaine, et qu'un État ne peut s'estimer souverain que s'il arrive à pourvoir aux besoins de ses populations. Ceci dit, l'Union africaine, chantre de la sécurité collective et du développement en Afrique, se doit d'œuvrer à la consolidation des États. Ceci passe par la définition des politiques visant l'amélioration des conditions de vie des populations et une réduction des menaces à la sécurité. Sur ce, l'approche force duale permet de mettre tout le monde au travail en amenant l'armée à participer en tant qu'institution à part entière de l'État aux efforts de développement. Conclusion. Le projet ambitieux et quelque peu révolutionnaire des forces duales, à défaut de constituer une solution magique à l'insécurité africaine, a le mérite d'apporter un début de solution aux besoins des milliers d'Africains qui font face aux menaces douces. Contrairement à François Fillon, alors Premier ministre français, qui a pensé que le rôle de l'armée ce n'est pas l'aménagement du territoire, la dualisation des forces armées africaines est un excellent prétexte permettant à l'armée de s'autofinancer partiellement, d'aménager les vastes territoires africains, de les conquérir, de les développer, amélioration des conditions de vie des populations afin de mieux les défendre. Il s'agit de donner l'occasion à l'armée africaine d'assumer pleinement le contenu de l'expression popularisée par les leaders mondiaux lors du sommet mondial de New York de septembre 2005, à savoir qu'il n'y aura pas de développement sans sécurité ni de sécurité sans développement. Car jusqu'ici, c'est le premier fragment de cette expression, pas de développement sans sécurité, qui structure majoritairement la démarche des forces armées africaines. La préconisation principale de cette réflexion, c'est que, face aux mutations qui s'opèrent dans le domaine de la sécurité, émergence de nouvelles menaces, l'Union africaine devrait arrimer ses mécanismes sécuritaires à la nouvelle forme des menaces douces, en aidant ses États membres à opérer un changement de paradigme sécuritaire par l'expérimentation du concept de force duale. Toutefois, comme tout projet, celui des forces duales n'est pas exempt de risques. En réalité, une interrogation subsiste sur sa faisabilité, mieux son caractère réaliste. C'est l'occasion ici de signaler que ce projet devra faire face à de nombreux obstacles d'ordre anthropologique, politique, social et économique. Mais de telles entraves ne sauraient être des prétextes pour ne pas opérer ce changement. Une étude sur les résistances à ce changement de paradigme sécuritaire serait la bienvenue, ceci dans l'optique de construire le projet en y tenant compte. L'évaluation in itinéré des politiques de maintien de la paix et de la sécurité en Afrique. Martin Raymond Willy MBOGIBOCK. Université de Douala. Introduction. Programme d'action publique visant à garantir l'équilibre et la stabilité interétatique,
le maintien de la paix et de la sécurité intègre l'univers des problèmes publics africains en faisant d'une part l'objet d'une attention sous quelque forme que ce soit, de la part de l'Union africaine (UA), et d'autre part l'objet d'une ou plusieurs décisions d'intervention militaires africaines. Dans la longue marche de l'UA en faveur de l'utilisation de la force militaire sans recours à la violence pour apporter des solutions aux conflits interétatiques africains, l'heure est à présent venue de marquer un temps d'arrêt en s'interrogeant sur son évaluation in itinéré. Cette interrogation s'impose. Ce d'autant plus qu'elle est toujours à la recherche de ses lettres de noblesse dans ce champ. Cette inconfortable posture entre un devrait être toujours inaccessible et un être confronté à la gestion des conflits interétatiques africains donne matière à réflexion sur l'appréciation de l'efficacité de son action. On comprend alors que ce besoin d'évaluer in itinéré le programme d'action du maintien de la paix et de la sécurité se fait de plus en plus pressant et est rendu nécessaire. Primo, il se fait de plus en plus pressant pour mesurer le chemin déjà parcouru par cette dernière afin de bâtir une gestion plus performante et d'apporter des solutions techniques aux limites habituelles et connues. Secondo, il est rendu nécessaire pour savoir si les décisions dans ce domaine sont optimales ou adéquates afin d'accorder à l'UA une vision dans le temps. Paraît-il intéressant de remarquer que lors d'une conférence à l'université de Princeton, Albert Einstein, universellement célébré pour les théories de la relativité qu'il venait d'énoncer, reçut cette question de la part d'un participant : « Monsieur, croyez-vous en Dieu ?» La réponse du savant fut immédiate : « Définissez ce que c'est et je vous dirai si j'y crois. » De cette anecdote, on peut retenir que les choses les plus courantes, les plus communes ou qui paraissent évidentes nécessitent d'être précisées. C'est précisément le cas, semble-t-il, de la notion d'évaluation in itinéré dont il incombe de partager la compréhension. Aussi compliqué à définir que cela puisse paraître, l'évaluation in itinéré, encore appelée évaluation chemin faisant, peut être simplement définie comme une évaluation qui s'effectue pendant la mise en œuvre d'une politique, d'un programme d'action. En d'autres termes, elle s'effectue tout au long du déroulement d'une politique, d'un programme d'action publique. Elle a pour objectif de vérifier si les résultats et les impacts sont en train d'être atteints, et porte davantage sur la cohérence. Loin de proposer un droit d'inventaire ou du moins un bilan de l'action de l'UA en matière du maintien de la paix et de sécurité, la présente contribution entend fournir une appréciation de l'efficacité des politiques de maintien de la paix et de sécurité sur le continent en comparant l'évolution de ces actions sur le terrain par rapport aux objectifs explicitement formulés. Aussi cette perspective ambitieuse semble-t-elle ne pas occulter la nécessité d'un ajustement et d'une rationalisation de l'action publique de l'UA. Dès lors, il se pose en fond de toile la question de la mise en forme des objectifs fixés de l'UA par rapport aux effets escomptés en matière de maintien de la paix et de la sécurité. Mieux encore, les effets enregistrés par l'UA semblent-ils correspondre aux objectifs initiaux ? De cette question principale découlent deux questions subsidiaires à savoir : comment situer les tendances qui se dégagent de l'évaluation in itinéré du maintien de la paix et de la sécurité ? Sont-elles mitigées au point de nécessiter un renforcement de ses capacités dans ce domaine ? Répondre à de telles interrogations présuppose que l'on parte de l'idée selon laquelle l'action publique de l'UA en matière de maintien de la paix et de la sécurité est à évaluer pour renseigner sur sa progression ou sa régression afin d'améliorer de manière continue son action. S'il est vrai que l'évaluation in itinéré des politiques de maintien de la paix et de la sécurité n'est pas un phénomène donné, il est tout aussi important de relever qu'elle est un construit. C'est dire combien il est nécessaire d'inscrire la présente réflexion dans une perspective constructiviste. Semble-t-elle, de prime abord, être mobilisée pour rendre compte de manière linéaire de l'action accomplie par l'UA chemin faisant en matière des politiques de maintien de la paix et de la sécurité, à partir du regard croisé des tendances qui se dégagent de la dynamique de la temporelle ? Dans cet univers de démonstration, l'on prendra pour critère de base l'efficacité afin de construire une vision de la réalité de l'action de l'UA. Il s'agira de confronter chemin faisant le degré de concrétisation et le degré de consensus des objectifs visés par rapport au maintien de la paix et de la sécurité. Pour rendre compte de l'évaluation in itinéré du maintien de la paix et de sécurité, deux préoccupations seront prises en compte. D'abord,
Il s'agit d'étudier les tendances mitigées de l'évaluation des politiques de maintien de la paix et de sécurité de l'UAI. Et ensuite, de songer à un renforcement des capacités de l'UA sur la base des recommandations utiles de 1. Les tendances mitigées de l'évaluation des politiques. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.